j'espère que vous avez pu profiter de votre pause. On enchaîne maintenant avec la 4e présentation de la soirée. Il s'agit de Marion Ravet-John, qui est étudiante au doctorat en biologie cellulaire et moléculaire. S'il vous plaît, je sais que vous êtes passionné par la vulgarisation scientifique. Yann, je sais que tu aimes vraiment beaucoup parler. Yann Bertrand? Yann Bertrand une fois? Donc, je répète, s'il vous plaît, Marion Ravet-John avec une présentation qui s'appelle « C'est mathématique, mangez moins et vous perdrez du poids ». C'est vraiment, je suis content quand même parce que les esprits sont stimulés, mais on voudrait quand même donner une once d'attention à nos présentatrices et présentateurs. Donc, je vais attendre peut-être la table au centre ici. Je ne sais pas si on peut leur faire un petit... Merci. Donc, Marion Ravet-John, qui est étudiante au doctorat en biologie cellulaire et moléculaire et qui est passionnée par la recherche, la musique, la cuisine et, par conséquent, manger. Elle a plusieurs implications en vulgarisation scientifique, ma thèse dans 180 secondes, l'expérimentarium de l'UQTR. Elle est également créatrice de CapScience UQTR, de capsules de vulgarisation scientifique vidéo. Vous allez voir ça, c'est vraiment intéressant. Et sa présentation s'intitule « C'est mathématique, mangez moins et vous perdrez du poids. » Ou pas. Merci de l'accueillir. Allô tout le monde, est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Je pose la même question à chaque fois, comme tous les autres. Donc, vous allez bien, j'espère. Passez une bonne soirée. Donc, j'ai été présentée, je m'appelle Marion, donc je m'appelle toujours Marion. Alors, ce soir, je vais vous parler d'un sujet qui n'est absolument pas mon domaine de recherche. Donc, ça veut dire que s'il y a des gens qui s'y connaissent et que je dis n'importe quoi, je suis désolée. Néanmoins, comme je suis une fervente défenseuse de l'alimentation, j'ai décidé de vous parler de la nourriture. Et je pense que c'est de circonstance, tout simplement, parce que les fêtes approchent, n'est-ce pas? Et on va se retrouver face à des tables garnies. Et on va s'empiffrer. Et à la fin, qu'est-ce qu'on va dire? Oh là là, j'ai trop mangé, j'ai pris du poids. Et forcément, il y aura quelqu'un qui va arriver, qui va vous dire, t'inquiète, t'arrêtes de manger et puis tu vas perdre du poids. Et bien, ceux-là, souvent, je leur dis, ouais, ou pas. Et déjà, juste pour vous mettre en contexte, je vais vous présenter quelques chiffres. Notamment, la moyenne de temps que l'on passe à manger. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est très culturel. C'est-à-dire que, sans surprise, la France est en tête. Avec... Calmez-vous, quand même. Avec un peu plus de 2 heures par jour passées à table, soit en moyenne 800 heures par an. Canada, lui, il est un peu plus tranquille, tu vois, il ne sait pas trop, bon, ok, 1 heure, un peu plus d'1 heure par jour, avec 400 heures par an. Néanmoins, ça reste beaucoup d'heures, moi, je trouve. Mais ce n'est pas seulement le temps qu'on passe à table qui est intéressant, c'est comment est-ce que notre façon de nous alimenter a évolué dans le temps. Donc, il y a eu plusieurs études qui ont été faites et on s'est rendu compte qu'au fil des années, on se nourrissait vachement plus. Alors, pourquoi? Alors, tout simplement parce que déjà, on a accès aux aliments qui viennent des 4 coins du monde. Tu vois, tu as une mondialisation des aliments. C'est-à-dire qu'au Québec, maintenant, toute l'année, tu peux manger de l'avocat, alors que ce n'est pas un pays tropical. Donc, c'est quand même incroyable. Et puis, en plus de ça, on est d'accord qu'on ne se nourrit pas forcément comme nos grands-parents. Les quantités ne sont absolument pas les mêmes, vu qu'on a une panoplie de choix au niveau alimentaire. Rien que pour vous montrer, on voit par exemple que la quantité de calories qui était consommée dans les foyers en moyenne était environ de 2200. Et en 2010, donc ça c'est en 1960, et en 2010, elle est quand même passée à 2800. Donc, on a une sacrée augmentation. Et ce n'est pas que pour les calories, ça marche pareil pour les protéines, pour le gras, etc. Donc, on a vraiment une augmentation exponentielle de notre consommation. Et c'est là, ça devient intéressant, parce que la nourriture, on ne la retrouve pas seulement dans nos assiettes, ok? Mais on la retrouve partout. Alors, partout. Sur nos écrans, il y a des émissions culinaires, ok? Il y a des critiques culinaires, il y a des livres qui sont écrits sur la bouffe. Il y a énormément de choses autour de la nourriture et c'est pour ça que la science s'est intéressée donc
à notre alimentation en posant des questions existentielles comme quoi manger, comment manger, quel est le bienfait ou les méfaits de tel ou tel aliment. Et comme on a augmenté notre taux de consommation, forcément, le poids également de nos populations a augmenté. Et là, on s'est dit, apparemment, manger trop, ça fait grossir. Et en plus, ce serait mauvais pour la santé. Ce n'est pas totalement faux. La suite est peut-être un peu plus gênante parce qu'on s'est dit, du coup, pour perdre du poids et peut-être être en meilleure santé, on n'a qu'à se restreindre au niveau alimentaire. Et là, je dis, ouais, peut-être pas. Et c'est à ce moment-là que je vais introduire, attention, un mot qui fait peut-être peur, le mot régime. C'est bon, il n'y a pas de mouvement de foule, ça va bien. Donc, il faut savoir que cette notion de régime, en fait, existe depuis très longtemps dans notre civilisation, mais elle a vraiment été beaucoup plus adoptée durant le XXe siècle environ. Sauf qu'au fur et à mesure des études qui ont été faites autour de ça, on s'est rendu compte de deux choses. L'une, c'est que oui, quand tu fais ta restriction alimentaire, effectivement, ça se peut que tu perdes du poids. Sauf qu'en perdant du poids, tu gagnes en frustration. Du moins, ton corps est extrêmement frustré. Alors, ce n'est pas juste mentalement, je suis frustrée, je veux manger. C'est que physiquement, ton corps, il te dit, vas-y, faut qu'on mange, on a besoin d'énergie, écoute, il faut qu'on fonctionne. Et donc, le moindre écart pendant cette restriction alimentaire va être une occasion incroyable pour notre corps pour stocker. Parce que là, il va se dire, attends, ça fait 3 jours que tu ne m'as pas nourri, donc là, tu me donnes un carré de chocolat, je m'en fous, je le stocke, et je vais réutiliser cette énergie parce que j'en aurai vraiment besoin. J'en ai besoin chaque jour, mais tu ne m'en donnes pas. Et donc, tous les kilos que vous aurez perdus, vous allez les gagner, vous allez les regagner, voire encore plus et encore plus vite. Et en bonus, ce sera encore plus dur de les perdre. C'est ce qu'on appelle le fameux effet yo-yo, c'est-à-dire je perds, je gagne, je perds, je gagne. Et en plus donc de ce problème d'effet yo-yo, il y a ce côté qui est standardisé des régimes, c'est-à-dire qu'on dit cette manière de manger, elle est bonne pour tout le monde. Sauf que ça ne marche pas forcément comme ça, parce qu'on est tous différents les uns des autres, on est d'accord avec ça. Donc, un mode d'alimentation va peut-être bien aller avec une personne, voire avec une population, alors que chez une autre personne ou dans une autre population, ça ne va pas du tout fonctionner. Ça va même causer des dégâts. Et puis, au fur et à mesure, on a associé d'une manière très simple le fait d'avoir une alimentation saine et le fait de faire un régime diététique. Or, le régime diététique, c'est réservé à des gens qui sont dans des situations pathologiques, donc qui connaissent des maladies. Donc, là, je viens de vous parler du fait qu'on ne consomme pas de la même manière la nourriture et tout, ce qui m'amène sur un terrain un peu glissant, mais je m'y risque quand même, c'est-à-dire le métabolisme. Alors, ici, le métabolisme, s'il y a des biologistes, ils font « pourquoi elle parle de ça ?» Bref, le métabolisme, en fait, c'est très simple. Il faut voir notre corps comme une machine. Okay, notre corps, c'est une voiture. Une voiture, pour qu'elle fonctionne, qu'est-ce qu'il faut? Il faut manger, c'est le carburant. Donc, quand on mange, on a du carburant, on est capable de fonctionner. La voiture, c'est totalement pareil. Sauf que tu as des voitures, quand elles fonctionnent, tu appuies à peine sur l'accélérateur et fiou, ça s'en va direct. Okay, la Ferrari, par exemple, c'est le cas. Sauf que derrière cette accélération fulgurante et cette vitesse qu'elle a, elle consomme vraiment trop vite de carburant. Donc, il va falloir recharger encore après du carburant. Il y a des gens comme ça. Ces gens-là, on parle de métabolisme lent. Et ces gens, donc, ils sont du genre, tu sais, c'est ceux que tu vas au buffet avec eux, puis ils se resservent 8 fois plus que toi, et tu ne comprends pas parce qu'ils sont comme ça, en fait, comparé à toi. Ils sont vraiment comme ça. Et tu ne comprends pas, donc du coup, tu te dis, mais comment ça se fait? C'est tout simplement parce que ces gens-là, leur corps, dès qu'il va engloutir un truc, il va l'utiliser. Ces gens-là, même en respirant, ils vont consommer des calories. Et ce n'est même pas une blague, c'est vrai. Donc, souvent, au niveau de leur corps, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils vont avoir une masse maigre, qui comprend les os, les muscles, on va plus s'intéresser aux muscles, okay, qui sera beaucoup plus importante que leur masse de graisse.
comparé, tu vois, à la citadine tranquille. Bon, voilà, elle, tu mets de l'essence, elle roule bien. Même quand tu as fini ta course, il y a encore un peu d'essence dedans, c'est tranquille et tout. Eux, c'est plutôt les gens qui ont un métabolisme lent. Donc, eh ben, souvent, ces gens-là, on va manger et puis on va utiliser une partie de notre énergie, mais on va en stocker une partie. Tu sais, ces petites poignées d'amour que tu as, bah, ça, c'est l'énergie qu'on stocke et qui est bien utile, surtout en hiver. Donc, souvent, ces gens-là, ils vont avoir une masse grasse qui va être égale ou un peu plus importante que leur masse maigre. Donc là, j'ai parlé de gras, de muscles et tout. Et là, souvent, ce qu'on entend, c'est « Attends, ce que je vais faire, moi, tu vois, je vais restreindre mon alimentation, je vais aller au gym, ça va me faire des muscles et en plus, je vais perdre du poids. » Je vous mets face à une photo. Ce n'est pas la plus appétissante, mais elle est très intéressante. Ce que vous voyez ici, c'est 1 kg de muscle et 1 kg de gras. Alors, je vous assure que entre les proportions du muscle, la proportion de muscle est plus petite que la proportion de gras. En gros, ça veut dire 2 choses. L'un, c'est que, évidemment, si tu ne manges pas assez, eh ben, tu vas perdre du muscle et tu vas perdre aussi du gras. Mais bon, ce n'est pas intéressant, finalement, parce que tu seras beaucoup moins fonctionnel. En revanche, si quelqu'un mange d'une manière modérée, mais va s'entraîner et gagne du muscle et que cette personne se pèse après, elle aura pris du poids. Tout simplement. Pourquoi? Parce que le gras pèse beaucoup plus lourd que du muscle. Donc, le muscle pèse beaucoup plus lourd que le gras. Donc, vous l'aurez compris. Alors, il ne me reste qu'une minute, donc je vais passer assez vite sur cette slide, c'est dommage. Mais là, je vous ai parlé du poids que l'on compte, mais il y a aussi les calories que l'on compte d'une manière totalement folle. Bon, je vais faire le test vite fait. À droite, ici, c'est l'image A. Donc, ici, vous avez des amandes nature, OK? Et sur le B, vous avez des amandes qui sont enrobées de chocolat. Je vais tout simplement vous demander combien d'entre vous pensent que dans l'image A, il y a le moins de calories? Ouais, le moins de calories dans l'image A. 1, 2, 3, je ne vois pas trop. OK. Et combien d'entre vous pensent qu'il y a le moins de calories dans l'image B? C'est pas possible, vous comptez vos calories. OK. Donc, effectivement, là, eh ben, ce test a vraiment été fait et la plupart, les gens qui ont fait, ils ne comptaient pas leurs calories, donc ils ne savaient pas. Mais dans l'image A, ce qu'ils confondaient, c'était le côté sain de notre alimentation versus le côté moins sain. Donc, ils pensaient que manger juste des amandes, c'était moins riche en calories, alors que non, effectivement, il y a beaucoup plus de calories dans nos amandes nature. Donc, pour finir, je vais le dire vite fait, vous aurez compris que ce n'est pas vraiment une question mathématique en tant que telle. C'est que ce que vous mangez, il faut l'utiliser. Donc, il faut vraiment faire un espèce de ratio entre mon apport énergétique et ma dépense énergétique, ce qui nous amène à dire que ce n'est pas si mathématique que ça, mangez moins et vous perdrez du poids. Moi, je dirais plutôt que c'est chimique. Autrement dit, rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Merci. Alors, la question était, après cette présentation, dans le fond, ça voudrait dire que tous les nutritionnistes qui nous disent qu'il faut se restreindre en nourriture pour maigrir, c'est ça, ont tout faux. Eh bien, je dirais que c'est surtout que c'est incomplet. Parce que, oui, il faut choisir cependant les aliments que l'on mange. Entre des aliments transformés, c'est-à-dire manger 50 donuts dans une journée ou même 3-4 donuts dans une journée, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Néanmoins, si tu as une dépense énergétique qui est conséquente, ça peut marcher. Mais ce qu'il faut surtout, c'est se dire qu'il ne faut pas créer de frustration à notre corps. Dès le moment où on sent qu'on a faim, il ne faut pas engloutir non plus le double de ce qu'on a besoin, mais il faut combler cette faim parce que ça veut dire que notre corps en a besoin. Rien que pour faire fonctionner notre cerveau,
notre corps a constamment besoin de glucides. Notre cerveau ne peut pas fonctionner sans glucides. Donc, ça veut dire que oui, ils ont faux parce que ça se peut que du côté que si on restreint notre alimentation, on va se retrouver avec des capacités cérébrales qui vont être beaucoup moins efficaces et donc aussi des capacités physiques qui vont être aussi beaucoup moins efficaces. Mais néanmoins, c'est toujours mieux d'accompagner, enfin, je ne suis pas encore une fois nutritionniste et je ne suis pas dans le domaine, mais de ce que j'ai compris des personnes qui travaillent dans ce domaine, c'est que c'est toujours mieux d'accompagner l'alimentation de l'activité physique. Donc voilà. Je voyais venir. En gros, à quoi sert le régime cétogène? Alors, après moult discussions avec des gens qui s'y connaissent un peu plus que moi, de ce que je me souviens, pour ne pas dire de bêtises, le régime cétogène, c'est principalement basé sur la consommation de protéines et de gras, si je ne me trompe pas, c'est ça. Et on enlève totalement les glucides. Donc, pas de pain, pas de pâtes, pas de trucs, tout ça, là, non, c'est fini. On mange vraiment juste du gras, des protéines. Et en vrai, le régime cétogène, eh ben, ça a été vraiment plus, je crois, recommandé aux gens qui souffrent d'épilepsie, c'est ça? Donc, qui ont des problèmes au niveau de leur connexion neuronale. Dans le fond, l'épilepsie, c'est des courts-circuits qu'on a au niveau du cerveau. Et donc, pour résorber ces courts-circuits ou pour faire fonctionner, voilà, on coupe la tête. Avant de couper la tête, on leur propose un régime cétogène. Voilà, hein? Donc Mike, peut-être, voilà. Donc, c'est ça. Donc, dans l'idée, c'est ça. Le régime cétogène, oui, c'est très à la mode, mais il faut quand même faire attention. Ça reste un régime, comme j'ai dit, il y a quand même des facteurs qui font que ça ne fonctionne pas chez vous si vous l'essayez. Et de plus, comme je l'ai dit, les régimes diététiques sont vraiment plutôt recommandés dans des cas de pathologie. Donc, pour le cétogène, c'est plutôt recommandé pour des gens qui ont des problèmes cérébraux, notamment des crises d'épilepsie.